Je voudrais insister maintenant sur le vocabulaire. Pourquoi? Bien parce que ce qui est important de bien faire dans un devoir de philosophie, c'est de maîtriser son discours, ce qu'on appelle la maîtrise des distinctions conceptuelles. Pourquoi? Eh bien parce que pour bien démontrer, pour bien argumenter, il faut être extrêmement précis sur les termes. Sans quoi, on parle de tout et de rien, tout est flou et finalement, rien n'est démontré. Donc ce n'est pas comme en mathématiques où le triangle a toujours la même définition, où le chiffre 2, on sait exactement ce qu'il signifie. Ici, il faut apprendre à être précis. D'autant que là, dans le sujet, vous avez des notions qui sont des notions du programme et qui doivent être parfaitement connues dans leur définition. Alors, j'ai employé le mot d'eudémonisme. On peut commencer par lui. L'eudémonisme, c'est une morale, c'est l'ensemble des morales qui font du bonheur le bien suprême. On les trouve beaucoup dans l'Antiquité, bien sûr on en trouvera dans la modernité, mais il faut comprendre par eudémonisme toutes les morales qui font du bonheur le bien. Alors le bonheur, on a déjà compris ce que c'était, mais nous pouvons y revenir. Il est une satisfaction stable, durable et pleine de l'être humain. Le problème, c'est que son étymologie semble aller à l'encontre de cette définition, parce que dans bonheur, il y a bonne chance. Ça voudrait dire que quelque part, le bonheur ne dépend pas complètement de nous. C'est-à-dire qu'il peut nous arriver effectivement de grands malheurs dans l'existence, mais on peut quand même en faire un problème philosophique et le renvoyer à quelque chose de durable, justement parce qu'on peut le reprendre à son compte et en faire un problème qui appartient au soi et à la façon de le considérer philosophiquement. En cela, le bonheur se travaille, il se conquiert et il se distingue du plaisir d'une part, de la joie d'autre part. Du plaisir, il se distingue de deux façons. Le plaisir, il est éphémère et fragmentaire, contrairement au bonheur qui est durable et plein. Qu'est-ce que le plaisir fragmentaire éphémère? Eh bien, si je vais me faire masser le dos, j'ai du plaisir au niveau du dos, c'est fragmentaire en mon être, je peux être malheureux en même temps, je peux avoir un souci monumental à régler, mais quand même ressentir du plaisir localement et le temps du massage. Voilà en quoi il est éphémère et fragmentaire. La joie, de son côté, est plus pleine, c'est-à-dire qu'elle va combler mon âme entièrement et me faire oublier peut-être mes petits bobos, mes petites douleurs. Donc vous serez extrêmement joyeux quand vous réussirez le bac, mais elle a aussi cette caractéristique d'être éphémère. On est joyeux pour un moment, pour quelques jours, mais ça ne suffit pas à déterminer le bonheur en tant, on l'a dit, que celui-ci doit être stable, durable. Bien, alors il faut faire très attention de ne pas confondre ces trois termes qui relèvent tous de la satisfaction avec le désir. Pourquoi? Parce qu'on pourrait dire que le désir se tient avant la satisfaction. Pourquoi? Parce qu'il est un mouvement intérieur irrationnel, c'est-à-dire qu'il vient à moi indépendamment de ma décision, mais il est tourné vers un objet que j'imagine source de satisfaction. Donc si je désire aller me faire masser le dos, c'est parce que je sais que j'y aurai du plaisir. Si j'imagine que je serai heureuse en ayant un grand château avec un prince charmant à l'intérieur, c'est parce que j'imagine que cela me rendra heureuse. Mais ça veut dire aussi qu'on peut avoir tout cela sans l'avoir désiré, parce que ça peut nous prendre par surprise. Donc il faut bien disjoindre le désir de ces trois entités, bonheur, plaisir, joie. Pour ce qui est de la vérité, nous l'avons dit, c'est un discours adéquat au réel, donc qui correspond parfaitement au réel. Ça signifie que le vrai ou la vérité, ce n'est pas le réel. Pourquoi? Parce que le réel, c'est ce qui est
indépendamment du jugement qui se pose sur lui. Autrement dit, ce tableau sur lequel j'écris, il est indépendamment du discours que je peux tenir sur lui. Le vrai, ce sera de dire « ce tableau est rectangulaire ». Mais tant que je ne dis rien sur lui, il n'y a ni vrai ni faux. Le faux, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, par contradiction au vrai, c'est un discours inadéquat, inadapté au réel. Ce sera de dire, par exemple, ce tableau est circulaire. C'est faux. Ce n'est pas un discours adéquat au réel. Alors le faux, il faut faire très attention. Il se décline de 3 façons. La première façon, c'est l'erreur, qui est une inadéquation involontaire au réel. Le mensonge, qui est une inadéquation volontaire au réel, on l'a vu, pour se tirer d'une situation difficile pour le sujet. Donc le mensonge a un caractère immoral. Et enfin, l'illusion, qui est le plus difficile à cerner, parce que l'illusion n'est pas volontaire, elle est un petit peu entre les deux, c'est un peu comme un mensonge à soi-même, où l'on ne parvient pas à voir le réel, soit par illusion d'optique, soit parce que notre sensibilité nous incline à croire telle chose, parce que l'illusion renferme pour partie notre désir. Si j'ai l'illusion que Georges Clooney va m'inviter à dîner, c'est parce que je désire que Georges Clooney m'invite à dîner, même si dans le réel, il est peu probable que ça se produise. Parlons maintenant du jugement objectif et du jugement subjectif. On dit d'un jugement qu'il est objectif lorsqu'il s'intéresse au sujet, à l'objet, qui est posé devant moi, et non pas lorsque j'y mets de mon être de sujet. Donc lorsque je dis le tableau est rectangulaire, eh bien je dis le réel en toute objectivité. Si par contre je dis le tableau est laid, eh bien là j'y mets mon être de sujet qui n'aime pas ce tableau parce que peut-être il me rappelle de mauvais souvenirs de l'école. Donc on comprend, et ça nous permet d'aller sur la distinction suivante, qu'on peut mettre de la subjectivité dans un jugement lorsqu'on y met de son être sensible. Qu'est-ce que mon être sensible ? C'est l'être en moi qui réagit soit avec ses 5 sens, l'ouïe, la vue, l'odorat, le toucher, le goût, mais aussi avec sa sensibilité intérieure, c'est-à-dire son affectivité. Quand je juge selon ce que j'aime ou ce que je n'aime pas, ça veut dire que j'y mets ma sensibilité. Donc quand je dis « ce tableau est laid », c'est un jugement subjectif parce que j'y mets mon être sensible. Au contraire, l'être intelligible, c'est celui qui se tient à l'écart de la sensibilité et qui est capable de faire intervenir la pure raison indépendamment des sens et du sentiment. Donc, je peux porter un jugement objectif lorsque j'y mets ma pure intelligibilité, c'est-à-dire mon être purement rationnel. Enfin, pour ce qui concerne la distinction immédiat-média, qui est un petit peu plus difficile et inhabituelle à manipuler, eh bien, il faut comprendre que ça signifie avec ou sans intermédiaire. C'est-à-dire que entre mon jugement et le réel, eh bien, je peux mettre une médiation, celle de la raison ou celle d'autrui, qui par exemple va m'apprendre une leçon, va m'apprendre une formule de mathématiques, ou bien au contraire, mon jugement peut être immédiat et je peux comprendre tout seul. Donc dans l'immédiateté, il y a ce rapport au réel qui est absolument sans intermédiaire et qui souvent se rapporte à mon être sensible parce qu'on l'a vu dans le corrigé de la dissertation, ma sensibilité est toujours première, là où ma raison me demande donc du temps, de la réflexion, de la durée et de l'effort. Enfin, pour ce qui est du terme ontologique, qui est extrêmement difficile à manipuler pour vous et qui pourtant est important,
il faut comprendre qu'il vient du grec ontos, qui veut dire être, et logos, étude, c'est l'étude de l'être. Donc dit comme ça n'a pas beaucoup de sens. Il faut comprendre que l'on parle de l'être quand on parle de l'ontologie. Alors on peut parler de l'être de toute chose. Je peux parler de l'être de ce tableau en tant qu'il est fixe, mais j'ai parlé de l'être de la vérité en tant qu'il se déterminait objectivement, de l'être du bonheur en tant qu'on avait l'impression qu'il ne se déterminait que subjectivement, et je peux parler de l'être de l'homme en tant que je peux le séparer en être sensible ou être intelligible. Voilà, donc il suffit d'apprendre à le manipuler et de comprendre quand on parle d'ontologie qu'on parle de l'être d'une chose, qu'elle soit humaine ou non humaine.